Bonsoir à toutes et à tous. La droite est dans la tempête. Séance ce matin, reséance ce soir. En ce moment, les Républicains tentent de limiter la casse. Le rapprochement entre Renaud Muselier et la majorité présidentielle sème la plus grande confusion. On entendra en direct un des hommes clés du gouvernement. Gabriel Attal nous rejoint dans quelques minutes. Emmanuel Macron est-il en train de dynamiter la droite? Est-ce un boulevard ouvert à Marine Le Pen? On fera le portrait du porte-parole du gouvernement. À 32 ans, il incarne cette Macronie qui affiche un appétit d'ogre et qui veut encore élargir sa base à 1 an de l'élection présidentielle. Nous écouterons aussi les autres acteurs politiques. D'une part les Républicains, d'autre part la mouvance du Rassemblement national avec la députée Emmanuelle Ménard et bien sûr nos éditorialistes dans ce grand bouleversement politique. C'est donc une très rude journée pour la droite, confrontée au cas Muselier. Le président de la région Sud, 5 millions d'habitants, énorme enjeu, s'est rapproché de la majorité présidentielle avant même le premier tour des régionales. Que faire? Le président du parti, Christian Jacob, s'exprimait tout à l'heure en essayant de concilier les points de vue. Écoutez. On n'est pas du tout dans un sujet d'exclusion. On est dans un sujet qui est simple. Il y a dans cette région un très bon bilan de la majorité régionale, qui est la majorité régionale, les Républicains. C'est ça qui est important. Il y a aujourd'hui effectivement une manœuvre politicienne d'En Marche, parce qu'encore une fois, ils font le constat d'échec de ne pas pouvoir conduire une liste, et donc ils sont dans des petites manœuvres. Il faut savoir les éviter et rebondir sur nos bases. Et maintenant, l'analyse avec Ava Jamshidi, grand reporter politique au magazine Elle, David Doucan, rédacteur en chef au Parisien, et Renaud Pilat, notre éditorialiste maison. Réaction aussi d'Emmanuelle Ménard, députée soutenue par le Rassemblement national. Madame, bonsoir. Bonsoir. Je ne suis pas sûre que député de la mouvance du Rassemblement national, ça fasse très plaisir au Rassemblement national, parce qu'il m'arrive assez régulièrement de ne pas être tout à fait d'accord avec eux. Alors, donc, je revendique un peu mon indépendance, même s'il est vrai que j'ai été élue avec le soutien du Rassemblement national, mais pas que. Je vous rappelle, 6 partis politiques à l'époque m'avaient soutenu. Et vous aurez le temps de vous en expliquer. Écoutons encore l'homme par qui tout est arrivé, le président de la région Sud, Monsieur Muselier, tentait lui aussi d'éteindre l'incendie. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Vous devez appeler M. Estrosi avant de valider la décision? Non, je veux bien montrer que je suis libre, indépendant. Ce n'est pas le Premier ministre qui décide pour moi, ce n'est pas le Président de la République qui décide pour moi, ce n'est pas ma formation politique qui décide pour moi, je suis un homme libre. Et je le fais avec mes amis dans le cadre de mon travail que j'ai toujours fait au sein de ma famille, que tout le monde reconnaît. Moi, je n'ai jamais trahi, monsieur. À l'heure où nous parlons, les Républicains sont en commission d'investiture en direct. Guilhem Carayon, vous représentez les jeunes Républicains. Vous êtes extrait quelques instants de la séance. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous ressentez un sentiment de traîtrise? Écoutez, la première chose que je vais vous dire, c'est que je suis vraiment scandalisé qu'Emmanuel Macron, en pleine crise du Covid, alors que la politique du gouvernement depuis le début de cette crise sanitaire a été catastrophique, soit davantage préoccupé par des tambouilles électorales qui n'ont qu'un seul but, tuer les Républicains. Emmanuel Macron vient de la gauche, il a été le ministre de l'économie de François Hollande. Il a fini par comprendre qu'aujourd'hui la France est clairement à droite. Et parce qu'il n'a aucune colonne vertébrale, il s'est mis dans la tête de dépecer les Républicains. Monsieur Carayon, pour une manœuvre, il faut être 2. Alors il y a un qui mène peut-être la manœuvre, mais s'il y a celui qui a pris la main, est-ce que c'est un traître? Écoutez, je vous rappelle quand même que notre président Christian Jacob a été très clair sur la situation. Il a dit qu'il n'y aurait pas d'alliance avec En Marche, ni ministre, ni député LREM, ni adhérent LREM seraient sur cette liste, tout simplement parce qu'on ne partage pas la même vision de la France. Moi, je crois qu'il faut de la clarté vis-à-vis des électeurs qui sont de droite et qui, comme moi, se reconnaissent évidemment pas dans la politique menée par Emmanuel Macron. Et puis moi, j'ai surtout une pensée pour les militants qui offrent leur temps, qui offrent leur énergie au service de notre famille politique. Eux, ils ne se battent pas pour des postes, ils ne se battent pas pour des arrangements entre élus, mais seulement pour des valeurs, pour des convictions. Et la moindre des choses, c'est de les écouter et de les respecter. Restez avec nous. La confusion ce soir des déclarations. On fait comme s'il n'y avait pas de crise, mais il y en a quand même une, etc. Il faut lire la déclaration de Renaud Muselier parce que c'est vraiment un modèle du genre. On peut l'afficher peut-être ici. Est-ce qu'on la lit ? Voilà, je veux donc redire clairement, et après, clairement, ça se gâte beaucoup parce qu'il dit en fait, il n'y aura pas d'accord avec En Marche, mais il y en a quand même un, c'est pas au niveau des appareils. C'est compliqué, c'est volontairement compliqué.
Oui, effectivement, si vous prenez la peine de lire le communiqué et que vous n'avez rien compris, c'est que c'est réussi. Hein, c'est comme ça. Plus il faut toujours se méfier des communiqués qui sont longs avec des traits clairement. C'est fait effectivement pour que chacun sauve la face. Parce que ce soir, c'est ça. À l'heure à laquelle on parle, la Commission nationale d'investiture dure encore. Il y a quelques minutes, je peux vous dire que Renaud Muselier a affirmé devant ses compagnons du parti qu'il n'y aurait ni ministre, ni député LREM sur sa liste. C'est la phrase qu'attendaient les uns et les autres. La clarification, pour beaucoup, a lieu. Mais on apprend que Bruno Retailleau est contre ce début d'accord qui se profilait. Donc vous voyez que les remous ne sont pas terminés. Propos rapportés d'Éric Ciotti, notre parti jouerait sa survie. Est-ce qu'on en est là ? Le parti joue peut-être son avenir dans les prochaines semaines, prochains mois, parce que au fond, quel est le coup réussi par la Macronie dans cette affaire ? C'est d'avoir forcé les Républicains à une clarification dans le tempo que les Républicains ne souhaitaient pas. Donc, le maître des horloges vous avez manqué, Darius, je l'ai senti. Il est de retour, en quelque sorte, puisque là, c'est lui qui impose le tempo, lui ou ses équipes, ou ses hommes, qui imposent le tempo. Il dit aux Républicains, maintenant, il faut vous décider. Hein, vous êtes d'accord avec moi, je le sens. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et non, mais je souligne la performance que vous venez de relever du chef de l'État, qui est quand même à la tête d'un parti qu'aucun sondage ne crédite en tête d'aucune des 13 régions métropolitaines en France, et qui joue d'une certaine manière l'arbitre de ces régionales dans une région qui est extrêmement importante pour les Républicains, à savoir la région PACA. Et il applique, ce faisant, une sorte de stratégie du coucou, je pense qu'on peut dire ça, à savoir vous savez, c'est cet oiseau qui prend la place des autres pour se prévaloir de l'implantation territoriale qui est ratée depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas pour la droite un terrible gâchis, ce parti si puissant, si bien implanté? Il n'y a pas tellement de grands partis qui subsistent aujourd'hui. Pour nous rajeunir, on peut citer Guy Mollet qui disait la droite la plus bête du monde. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça, une sorte d'harakiri d'un parti qui aurait tout pour bien faire et ça ne marche pas? Parce qu'ils n'ont pas travaillé. Je pense que s'il y a quelque chose à pointer, c'est que depuis 2017, ils ont effectivement subi les coups de boutoir d'Emmanuel Macron, qui s'était occupé de la gauche, si j'ose dire, pendant la campagne présidentielle, et après la victoire, a voulu dynamiter la droite en nommant Édouard Philippe, en nommant Bruno Le Maire, en nommant Gérald Darmanin, en mettant aussi en scène une forme de complicité un peu ambiguë avec Nicolas Sarkozy. Ça faisait beaucoup de mal aux Républicains. Mais ça, si vous voulez, ce sont les attaques externes. Le parti Les Républicains aurait pu bosser. Quelles sont les propositions aujourd'hui originales du parti Les Républicains? Sur PACA, je ne suis pas d'accord. On est dans les régionales, là. Il a bossé, Renaud Muselier. Il a un bon bilan. Le problème, c'est qu'il paye leur présidentielle. Il paye les suites de 2017. Vous avez un RN qui a 30-35% en PACA et il y a un bon bilan de la droite en PACA. Le problème, c'est que lorsque vous faites 25-27 au premier tour, Muselier regarde ses sondages et il se dit « Mince, je ne serai pas en tête au premier tour. Il faut que je fasse une alliance qui ne dit pas son nom avec les macronistes. » Un mot encore, les militants. Que disent les militants? Guilhem Carayon, conclusion avec vous sur ce chapitre-là. Les jeunes républicains, qu'est-ce qui manque au fond au parti? Quelle tête d'affiche, par exemple? Quel genre de tête d'affiche vous souhaiteriez? Écoutez, moi je pense que la jeunesse, de manière générale, c'est détourné de toutes les formations politiques, pas simplement des Républicains, pas simplement du Parti Socialiste, vraiment de tous les partis. Non pas qu'ils croient plus en la politique, mais parce qu'ils ont été déçus par la politique telle qu'elle est menée dans les partis. Nous, notre ambition, jeunes Républicains, c'est de redonner du sens à la politique en défendant nos valeurs. Nos valeurs, c'est quoi? C'est le travail, c'est la récompense du mérite. Parce que quand on est jeune, on a un objectif, c'est de trouver un emploi pour s'émanciper et pour vivre dans de bonnes conditions. Nous, on se bat aussi pour une plus grande sécurité, parce que c'est la première des libertés. Il y a près de 70% des jeunes Français qui déclarent vivre dans l'insécurité. Il y a une montée de l'ultra-violence qui s'est généralisée dans tous les territoires de France et qui touche particulièrement les jeunes. Et moi, je pense que le gouvernement fait preuve d'une lâcheté qui est coupable, en refusant de voir une sécurité qui pourrit la vie des Français. Merci de ce point de vue. Tout cela va-t-il profiter à la droite de la droite? Madame la députée, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez, vous personnifiez même cette partie qui, entre le Rassemblement national, les divers droites, une partie des Républicains, depuis des années déjà, se recomposer. Est-ce que vous espérez être gagnant de ce qui se passe ce soir? Alors en fait, j'espère pas. Je ne sais pas si cette partie-là de la droite sera gagnante. J'en sais rien. Moi, ça me désole en fait d'assister à ça, parce que
D'abord, je ne suis pas sûre du tout que M. Macron en tirera, ou son parti en tirera avantage. Parce que lui qui nous avait promis en 2017 le nouveau monde, on va aller faire de la politique autrement, là il retombe dans les vieilles tambouilles et dans la vieille politique, mais alors les deux pieds dedans et les deux pieds en avant. Il y aura bien des gagnants. Qui va gagner? Ah, mais il y aura bien des gagnants, ça c'est les électeurs qui le diront. Moi, ce que je prône depuis longtemps, c'est effectivement l'union des droites, mais pas l'union des appareils politiques. Parce qu'on voit bien que ces appareils politiques-là, plus personne s'y retrouve. Il faut l'union des électeurs de droite, il faut que les droites se retrouvent dans une personne qui va personnifier, effectivement, qui va incarner cette droite. J'entendais tout à l'heure, juste avant de rentrer sur le plateau, en Espagne, la maire de Madrid, cette droite un peu décomplexée, cette droite qui s'assume. Je pense que les Français, ils ont envie d'avoir quelqu'un en face d'eux qui leur parle cash, qui n'a pas peur d'employer les vrais mots et qui leur dise ce qu'il va faire et qui fait après ce qu'il a dit qu'il allait faire. Une de vos formules favorites, c'est la droite mollassonne. Vous battez-vous de quoi? Ah oui, moi, la droite mollassonne ou la droite tiédasse, c'est pas ma tasse de thé, effectivement. Alors, s'il y a une droite tiédasse, il y a l'autre droite, celle qui peut tirer ses marrons du feu. Marine Le Pen, droite nationaliste, est-ce qu'elle va être gagnante de cela? Mais attendez, avant Marine Le Pen, il y a Thierry Mariani. Parce que dans cette manœuvre, on a pu la trouver habile dimanche. Lundi, elle avait l'air un peu plus compliquée. Aujourd'hui, il y a une absence de clarté. Que se disent les électeurs en région sud? C'est cette question-là qu'il faut se poser. Est-ce que ça donne le sentiment d'une tambouille? Est-ce que ça donne le sentiment d'un accord mal ficelé? Pendant ce temps-là, Thierry Mariani lui fait campagne. Et je vais vous dire, Darius, si Thierry Mariani devait l'emporter en juin prochain, alors ce serait un coup très dur, pour le coup, pour Emmanuel Macron. Parce que lui qui a pour stratégie de dire « je suis le rempart », au Rassemblement national. Là, si on a le sentiment que la manœuvre enclenchée avec Renaud Muselier a fini par aboutir à la victoire du Rassemblement national, évidemment, vous voyez bien, c'est pas gagnant. Est-ce qu'il y a un calcul machiavélien d'Emmanuel Macron de pousser Marine Le Pen et c'est la suite de cela? Je crois pas qu'il y ait un calcul parce que, pour le coup, ça serait très dangereux pour le chef de l'État de donner la région PACA au Rassemblement national. Vous savez, PACA, ça a une résonance mondiale. C'est la Côte d'Azur, c'est le Festival de Cannes, c'est Nice. Si jamais le parti de Marine Le Pen emportait PACA, tous les journalistes anglo-saxons titreraient sur French Riviera tombe aux mains du Rassemblement national. À 10 mois de la présidentielle... Votre anglais est un peu court. Oui, voilà, c'est un anglais très approximatif. Vous n'avez que French Riviera. Vous m'avez compris. Vous n'avez pas la suite. Voilà. À 10 mois de la présidentielle, je pense que ça serait un calcul extrêmement dangereux. Non, je crois qu'il souhaite recomposer à travers ces régionales le paysage politique. D'ailleurs, Jean Castex le dit, c'est le début de la recomposition. On élargit à droite. Parlons-en. Emmanuel Macron, le dynamiteur. Alors, on a sur ce plateau David Doucan. Il y a toujours le rôle de celui qui disait « je l'avais bien dit ». Alors là, vous pouvez le dire, parce que vous avez le rôle du mage. Vous avez fait un documentaire très remarqué à l'époque sur le thème, justement, le dynamiteur. Il avait dynamité la gauche, maintenant la droite. Oui, tout à fait. Documentaire d'ailleurs pour LCI à l'époque. Nous étions en 2018. Non, mais ce qu'on avait essayé de raconter, documentaire produit par David Pujadas, c'était que, au fond, Emmanuel Macron, on a souvent dit qu'il était arrivé au pouvoir par enchantement, par alignement des planètes, un peu par hasard. Et au fond, ce que nous avions essayé de démontrer, c'est que non, il y avait un plan. Il y avait un plan qui était fondé sur un constat, qui était que selon lui, l'ancien monde politique était devenu obsolète et qu'il fallait le remplacer. Et on a vu tous les actes attirer des gens de droite, des Édouard Philippe, Monsieur le maire, etc., avoir avec Nicolas Sarkozy une relation plaisante, tout ça. Complice. Oui, parce qu'en fait, en 2017, il observe, il voit bien les résultats. Vous vous rendez compte, François Fillon, quelle campagne, l'affaire Pénélope, les costumes. Tout remonte à ça. Renaud, tout le monde le lâche. Bien sûr. Souvenez-vous. Bon. Et pourtant... Et il fait 20%. C'est ça. Donc ça, Emmanuel Macron, il le voit bien. Ça veut dire que ça existe, quoi. Cet électorat, il existe. Tout est rapport de force. Est-ce qu'il y a en même temps une part de charme? Parce qu'au fond, quand on voit les chiffres dans la région PACA, il n'y avait pas une urgence absolue pour Renaud Muselier. Ou alors, je vous pose la question, est-ce qu'il y a une part de charme d'Emmanuel Macron qui arrive à hypnotiser l'adversaire? Non, là, je ne pense pas du tout. Je pense qu'il s'agit vraiment d'un calcul bassement politique pur et de l'observation détaillée des derniers sondages. À la fin du mois d'avril, il y a eu un sondage, vous l'avez montré tout à l'heure, un sondage IFOP, qui est le premier à donner Thierry Mariani en tête de cette élection
dont Muselier était le président sortant. Et c'était à ce moment-là qu'il panique. Je ne crois pas du tout qu'il s'agisse d'un charme quelconque qu'aurait pu exercer Emmanuel Macron à son endroit. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une dimension de charme particulier quand on voit la relation avec Nicolas Sarkozy? Quel est l'intérêt de Nicolas Sarkozy de retenir à ce point-là les coups contre Emmanuel Macron? Je pense que pour Nicolas Sarkozy, il y a deux hypothèses. Premièrement, vous savez, on n'aime pas forcément avoir un successeur de sa famille politique, parce qu'on est finalement le dernier président de droite. Donc c'est assez agréable de dire que personne n'y arrive, si ce n'est moi. Puis deuxièmement, je crois que lorsqu'on est Nicolas Sarkozy, il a encore beaucoup d'activités. C'est bien d'être en bon rapport avec le chef de l'État. C'est naturel lorsqu'on est ancien président. Et puis, honnêtement, Nicolas Sarkozy, il pense qu'ils sont tous nuls. Donc, sauf lui. Oui, ça aide beaucoup. Voilà, ça aide beaucoup. Donc, quelque part, l'aventure Macron, ça l'impressionne. Ça l'impressionne, Sarkozy. Il fut un temps où il y avait une guerre des chefs. Là, il n'y a même plus vraiment de chefs. Et c'est le problème fondamental de la droite, et c'est également celui du Parti socialiste aujourd'hui. C'est très difficile de pousser à l'ombre des figures tutélaires qui ont pu être deux anciens présidents, donc François Hollande pour le Parti socialiste et Nicolas Sarkozy pour les Républicains. Derrière eux, franchement, il y a personne. C'est très compliqué pour eux d'arriver à leur niveau, puisque ces personnalités ne peuvent pas être présidents de la République. C'est plus facile à l'ombre de Hollande, en fait, quand même. Je pense. C'est plutôt idéologique le problème de la gauche. Je suis pas sûre. Il y a un autre problème, c'est que ces partis qui sont un peu faibles n'ont pas pris de décision non plus sur le mode de désignation de leur prochain candidat. Il faut se rappeler quand même qu'à 5 ans, à la même période, on savait déjà qu'il y allait avoir une primaire à droite. Et en sortie de ces primaires, vous l'avez rappelé, les costumes de Fillon sont passés par là. Les deux candidats investis à l'issue de ce processus étaient plutôt en tête. Et Fillon était loin devant Emmanuel Macron. Dans cette intense compétition à droite, le thème de la sécurité est plus que jamais présent. On l'a vu encore dans des images qui marquent les esprits. C'était ces images du quartier de Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris, où des mortiers d'artifice ont été tirés, apparemment en direction de consommateurs de crack pour les chasser de la part d'habitants. La scène se déroule avenue de Flandre, en plein Paris. Emmanuel Maire, ce thème de la sécurité qui s'invite et se réinvite sans cesse, il s'ajoute à cette dynamique, évidemment, pour vous. Ce sera un levier. C'est pas une question d'être un levier, c'est que ce sera un thème central. Je pense qu'il y aura quelques thèmes qui seront incontournables dans cette campagne, effectivement. La sécurité, ou plutôt l'insécurité, et pas le sentiment d'insécurité, parce que l'insécurité est bien présente. Ce sera évidemment un de ces thèmes-là, comme l'immigration en sera aussi, et comme la lutte contre le terrorisme sera également un de ces thèmes-là. Pour l'instant, des thèmes régaliens, qui sont un peu le point faible d'Emmanuel Macron. Alors là, il met les bouchées doubles en soi. Pardon, ça ne l'a pas empêché de gagner en 2017, alors que l'attentat de Nice... Ça ne l'a pas empêché de gagner en 2017, sauf qu'il n'avait pas un bilan en 2017. Il incarnait la nouveauté, il a incarné justement ce que je disais tout à l'heure, ce nouveau monde. Pas sur les questions régaliennes. Non, mais du coup, aujourd'hui, il a un bilan, ça fait 4 ans qu'il est président de la République, l'insécurité explose en France. Je vais vous donner un chiffre quand même, plus 81% de vols avec violence sur le premier trimestre 2021, c'est énorme. Les Français, ils se rendent bien compte quand ils sortent de chez eux. À Paris, maintenant, on a des tirs de mortier à Paris. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de... Avant, on disait c'est dans les banlieues, c'est les territoires perdus de la République. Aujourd'hui, ça arrive dans toutes les grandes villes. À Valence, cette semaine, à Romans-sur-Isère, à Béziers, on a eu une attaque de policiers encore la semaine dernière qui, justement, sont tombés dans un guet-apens. Vous restez quand même relativement un électron libre. Finalement, cette mouvance, vous n'ayez pas le nom, mais enfin, appelons-la comme on veut, qui est proche du Rassemblement national, n'a pas réussi à débaucher tellement que cela de grandes figures de droite. La droite a de beaux restes devant elle. Ah, mais moi, en fait, je me fiche des partis politiques. Bon, ça compte. Mais oui, non, mais ce qui m'intéresse, c'est que justement les Français votent pour leurs idées et pas pour un parti politique. Le jour où les Français voteront vraiment pour quelqu'un qui incarne leurs idées, là, on pourra vraiment démarrer une nouvelle ère politique, si j'ose dire. Après, moi, je m'en fiche que ce soit incarné par l'un ou par l'autre, ou l'une ou par l'autre. C'est pas le problème pour moi, du moment que cette personne-là incarne cette vraie valeur et ce vrai respect, cette vraie protection de la France. La France aujourd'hui, le délitement de la France aujourd'hui, c'est pas un mot, c'est une réalité. Madame, et il faut agir, c'est urgent. Dans le camp de la droite qui est en si mauvaise posture aujourd'hui, quand même, un Xavier Bertrand ou d'autres, il reste une année, peut retourner encore là. Xavier Bertrand, il est sondé en ce moment en 14, 15, 16, à peu près. Vous montez de 2 points, vous êtes à 18. Vous montez encore de 2 points, vous êtes qualifié. Donc tout est possible. Bien sûr.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Madame la députée. Dans ce grand bouleversement politique, on a entendu des voix à droite. Voici celle du camp macronien, le porte-parole du gouvernement et l'invité du grand entretien. On parlera de la crise politique du jour, mais aussi du déconfinement, et puis le portrait de cet homme de 32 ans qui incarne la Macronie et qui se veut à nouveau conquérante en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes. Nous recevons maintenant un personnage clé du gouvernement. À seulement 32 ans, Gabriel Attal s'impose comme très peu de ministres d'Emmanuel Macron ont réussi à le faire. Il est en première ligne dans la recomposition politique, dans la pré-campagne présidentielle et les autres sujets. Gabriel Attal, bonsoir. Bonsoir. On va parler de l'actualité, évidemment. D'abord, quelques mots de votre métier très particulier, de cette mission de porte-parole. C'est presque un miracle, hein. Beaucoup de vos prédécesseurs avaient fini très vite en lambeaux. Pas vous, pour l'instant. Pourquoi ? Pour l'instant, vous l'avez dit. Ça peut se gâter encore. Non, écoutez, j'essaye de faire mon travail, c'est-à-dire être celui qui n'est pas là pour donner des leçons, mais pour donner des informations, être le plus transparent possible sur ce que fait le gouvernement, sur ce que pense le gouvernement, sur ce qu'envisage de faire le gouvernement. C'est pas un travail évident, mais en tout cas, c'est passionnant. On vous voit dans les conférences de presse du mercredi. Vous devez pouvoir répondre à toutes les questions à peu près. Parfois, il y a le regard vaguement vague parce que vous vous dites, mon Dieu, ça va. Ça vous arrive vraiment de sécher ? Oui, ça arrive. Et dans ces cas-là, moi, je prends le parti de l'assumer. C'est-à-dire, il faut le dire, quand on n'a pas la réponse à une question, on ne peut pas tout savoir sur tout. Il faut travailler. C'est pour ça que j'assiste à beaucoup de réunions avec mes collègues du gouvernement, que ce soit auprès du président, auprès du Premier ministre, sur différents sujets. C'est aussi pour ça que je participe au Conseil de défense. C'est important pour expliquer ce qu'on fait sur l'épidémie de Covid-19. Voilà, j'essaye évidemment d'être le plus informé possible sur ce qu'on fait. La force et la faiblesse, c'est que vraiment vous devez coller sans cesse à la pensée du Premier ministre, mais aussi du Président de la République, être en symbiose. Comment est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on vit dans la crainte du patron ? Non, il y a une exigence très forte qui est effectivement de traduire le plus clairement possible ce qu'on veut faire, voilà, et ce qu'on fait. Et effectivement, ça nécessite d'être parfaitement coordonné. En symbiose, en clair. Oui, une forme de symbiose, en tout cas parfaitement coordonné avec le président et le Premier ministre. Donc ça veut dire beaucoup échanger, beaucoup se voir pour préparer des émissions comme celle que je suis en train de faire. Comment réagit Emmanuel Macron ? Parce que forcément, vous devez être vraiment au diapason exact de sa parole. Il vous envoie des SMS. Il félicite, il corrige, il on a un moment chaque semaine entre le Conseil des ministres et le compte-rendu que je fais à la presse et aux Français du Conseil des ministres en fin de matinée à l'heure du déjeuner. On a un court moment où on échange ensemble, ce qui me permet de voir avec lui un certain nombre de sujets et de m'assurer que je suis bien en symbiose sur les différents sujets. C'est jamais indifférent, vous vous tutoyez, vous vous voyez ? On se vous voit, c'est le président de la République. Toujours. Oui. Dans toutes les circonstances. Oui, moi je considère, c'est le président de la République et je considère que le vouvoiement est de rigueur. Il y a une légende dorée ou noire, comme on veut, de la gestion des gens par Emmanuel Macron, les SMS, y compris la nuit. Olivier Véran dit qu'en pleine nuit, il reçoit du président tel ou tel article spécialisé dans les épidémies. Il vous écrit la nuit aussi ? Non, Olivier Véran, il est immédiatement en charge de la gestion de la crise sanitaire. Donc évidemment, il y a des échanges extrêmement nourris à toute heure de la journée et de la nuit, quand la situation le justifie. Moi, c'est un peu différent, mais oui, évidemment, il nous arrive de nous écrire régulièrement. Est-ce qu'on peut dire non, Emmanuel Macron ? On peut, oui, je pense que... Ça vous est arrivé ? Non, mais vous savez, le président, il est très ouvert à la discussion. Et quand je dois, en tant que porte-parole, aborder un sujet, il peut me recommander de dire certaines choses et je peux lui dire que là-dessus, je le dirais différemment, y compris sur certains sujets que je ferais différemment. Vous savez, je considère que les réunions auxquelles je participe n'ont pas vocation simplement à m'informer de ce qu'on fait pour que je puisse le retranscrire, mais que si je suis là, c'est peut-être aussi pour dire la manière dont je vois les choses. Et c'est ça qui est intéressant, il est très ouvert au débat et au dialogue au sein du gouvernement. Gabriel Attal, parlons de l'actualité. Ensuite, on reviendra à votre portrait. Aujourd'hui, cet état de surchauffe de la droite, divisé sur le rapprochement entre Renaud Muselier et la majorité présidentielle. Est-ce que vous les avez piégés ? Vous savez, moi, je me suis engagé avec Emmanuel Macron autour de l'idée du dépassement politique. Et derrière l'idée que des personnes qui viennent d'horizons politiques différents, qui ne viennent pas de la politique, peuvent travailler ensemble au service de l'intérêt général et d'un projet.
C'était le cas en 2017 avec un projet transformation pour le pays. Et aujourd'hui, on fait face à une crise sanitaire, à une crise économique, à un besoin de relancer l'économie, de reconstruire le pays, qui justifie encore plus d'aller dans ce dépassement. Et donc, Renaud Muselier, qui est président sortant de la région Sud, qui se représente, qui tend la main à la majorité présidentielle pour travailler avec lui pour que la relance soit une réalité pour les habitants de la région Sud, évidemment qu'on saisit cette main. Dépassement, c'est le mot convenu, mais vous savez très bien que quand M. Castex lui-même lâche la bombe dans le journal du dimanche, ça les piège, ça donne l'impression que c'est la manœuvre du pouvoir, que c'est à l'échelon national, d'où le grand désordre à droite. C'est le chef de la majorité. Le Premier ministre. Et encore une fois, on a beaucoup parlé, et encore aujourd'hui, on a beaucoup entendu parler de cette question des alliances d'appareils, etc. Il n'a jamais pour nous été question d'une alliance ou d'un accord d'appareil entre les Républicains et la République En Marche. Alors, ça, pardon, c'est la grande ambiguïté ce soir, c'est le désordre complet. À l'instant, on apprend que les Républicains font mine de dire qu'il n'y a pas d'accord, mais en réalité, il y a bien une forme d'accord. Est-ce qu'à l'arrivée, oui ou non, il y aura des représentants à la République En Marche sur la liste Bien sûr. de Renaud Muselier? Mais évidemment, c'est le sens de ce rapprochement, de cette alliance qu'il y a avec Renaud Muselier, mais qui sera très large. Il l'a dit lui-même, il a une majorité régionale sortante, qui est la colonne vertébrale, et puis vous avez d'autres formations politiques et d'autres représentants politiques qui viennent s'y agréger au service de l'intérêt général. Moi, je suis assez, je dois le dire, surpris, voire sidéré par une forme d'inversion des valeurs que j'observe depuis quelques jours. Mais pardon, à l'instant, LR dit on apporte notre soutien à Renaud Muselier en l'absence d'accord avec la République En Marche. Mais encore une fois, vous reprenez les propos du Premier ministre, ce qu'on a les uns et les autres eu l'occasion de dire depuis dimanche, on n'a jamais parlé d'accord d'appareil. Il y a un accord local. Il y a un rapprochement, une alliance, encore une fois, à l'échelle d'une région. Vous savez, vraiment, si on s'est engagé derrière Emmanuel Macron, c'est parce qu'on considère que quand on a quelqu'un en face de nous, on ne regarde pas s'il a la bonne carte d'un parti politique, on regarde s'il a la bonne idée, s'il a le bon objectif. Et si c'est le cas, on travaille avec lui. Que Sophie Cluzel ne se présentera pas, elle ne sera pas présente sur la liste? Ce qu'a annoncé le Premier ministre dimanche, c'est que nous soutenions la candidature de Renaud Muselier et que des personnes issues de la liste qui avait été conduite par Sophie Cluzel participeraient à ce projet régional. Est-ce que ça ne masque pas votre faiblesse de fait quand on revoit les sondages, quel que soit le résultat final de la manœuvre, on le verra bien, on voit cette faiblesse du score de Mme Cluzel, 13% dans cette très grande région, PACA, 5 millions d'habitants, pour le parti présidentiel après 4 ans. Est-ce que ce n'est pas quand même un constat d'échec de devoir recourir à la stratégie du coucou comme certains? D'abord, vous savez, moi je me suis engagé avec Emmanuel Macron, donc je suis bien placé pour savoir que les sondages au début d'une campagne électorale ne veulent pas dire ce que sera le résultat de cette élection. Vous aviez de meilleurs sondages que ça à titre personnel. Là, on parle d'autre chose. Non, mais je veux dire, quand on se lance dans une campagne, qu'on est au tout début d'une campagne, il peut y avoir des sondages, ça ne dit pas quel sera le résultat de l'élection. Sinon, ça ne sert à rien de faire une campagne et ça ne sert à rien de faire une élection. Et on l'a vu au moment de la présidentielle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a vocation dans ces élections régionales à peser partout. Peser partout, pourquoi? Pas pour planter des drapeaux, la République En Marche, pour se faire plaisir, mais peser partout pour que les idées, les valeurs qu'on défend et la nécessité que la relance économique se traduise au plus vite partout sur le territoire soient prises en compte par celles et ceux qui seront élus présidents de région. Et à certains endroits, dans certaines régions, ça peut se traduire par un accord, par une alliance, par un rapprochement. Et c'est tant mieux. Mais vous savez bien que vous offrez aux lepénistes un argument en or. Déjà, ils détournent LREM en disant « les Républicains En Marche ». C'est un argument en or pour eux de dire, vous voyez, ils sont tous pareils, nous on est les seuls différents. Est-ce que là, il n'y a pas un jeu dangereux de votre part? Non, je ne crois pas. D'ailleurs, c'est un argument qu'ils utilisent de toute façon, en toutes circonstances, pour expliquer qu'il y a le monde là, entier. Ils ont vraiment la perche tendue. Mais encore une fois, l'enjeu, c'est pas de se rapprocher ou de s'allier pour le principe ou pour se faire plaisir. C'est pour un programme, un projet, et encore une fois, dans un contexte de crise économique qui nécessite que la relance se fasse rapidement et se fasse partout. Et je pense que ça doit nous amener à dépasser les clivages politiques. Mitterrand Mais ce qui l'avait me fait. surprend, je veux le dire, sur ce que j'observe dans la position des Républicains depuis quelques jours, c'est que je les vois dépenser une énergie colossale pour dénoncer un rapprochement avec la majorité présidentielle, encore une fois au service d'un projet de relance, alors même que vous avez des déclarations de responsables des Républicains qui montrent que toutes les digues sont en train de tomber avec le Rassemblement national. Je pense qu'à M. Ciotti, qui ce week-end a déclaré, finalement, il n'y a plus rien qui nous différencie du Rassemblement national, à part le fait que nous, on a suffisamment de gens à mettre dans des ministères. Vous vous rendez compte la bascule qu'il y a pour ce parti de droite républicaine? On voit en Bourgogne-Franche-Comté la tête de liste des Républicains, M. Platret, qui fait un accord avec l'extrême droite.
avec les anciens cadres du Rassemblement national dans la région qui sont maintenant chez Debout la France. Et là, on n'entend personne aux Républicains pour s'en indigner. Et moi, cette inversion des valeurs, finalement, où ça devient grave de se rapprocher pour un projet et aussi pour faire barrage au Rassemblement national, et par contre, se rapprocher du Rassemblement national, on a l'impression que c'est plus grave du tout du point de vue des Républicains. Et ça, je pense que ça doit nous interpeller. Il y a un calcul cynique que tant d'autres ont fait en d'autres temps. C'était François Mitterrand qui a poussé le Front National en se disant ça divise la droite. Évidemment, tout le monde pense que c'est votre intérêt de calcul de pousser Marine Le Pen. Emmanuel Macron a été élu dans un contexte où Marine Le Pen les Français l'avaient mise au second tour de l'élection présidentielle. On ne peut pas considérer que le Rassemblement national, le Front national, a émergé à la faveur de ce quinquennat. Il existait depuis longtemps. Est-ce qu'elle peut gagner Est-ce qu'elle peut gagner en 2022 En démocratie, tout le monde peut gagner. C'est le principe d'une élection. Le plafond de respectabilité, d'après vous, il est crevé déjà ? Moi, ce que j'observe, c'est qu'elle cherche à corriger tout ce qui doit être perçu de son point de vue comme des irritants qui ont empêché certains de voter pour elle. Sur l'euro, par exemple, sur beaucoup de thèmes tout un tas de sujets, on voit qu'il y a des revirements. Par ailleurs, qu'elle dit à chacun ce que chacun a envie d'entendre. On voit qu'il y a cette logique-là de sa part. Moi, je pense que les Français, dans leur majorité, ne se laisseront pas duper par ça. Sur la jeunesse, aujourd'hui même, proposition qu'elle fait d'allègement d'impôts pour les jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans, là, elle vous attaque, y compris sur votre terrain. D'abord, moi, vous savez, j'ai été secrétaire d'État à la jeunesse, donc je ne critiquerai jamais, par principe, des responsables politiques ou des partis qui émettent des idées en faveur de la jeunesse. Après, il faut savoir d'où on parle. Quand on regarde les mairies qui ont été gagnées par le Front National ou le Rassemblement National, ils ont une grande cohérence, c'est que les maires qui ont été élus ont assez vite sabré toutes les subventions qui allaient aux associations qui viennent notamment en aide aux jeunes. Les centres sociaux, les associations d'aide aux jeunes qui sont dans la précarité, ils ont retiré leurs subventions. Et puis après, on peut discuter du fond et des propositions. Moi, par exemple, si on parle des jeunes entrepreneurs qui montent leur entreprise, je pense que le levier, c'est moins celui de l'impôt, parce qu'on sait que quand quelqu'un se lance dans l'entreprise, crée son entreprise, au début, il ne se rémunère même pas. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit la question des impôts qui compte, mais peut-être celle plutôt des coûts fixes, des loyers pour lancer son entreprise. Tout ça, ça fait partie du débat démocratique. Nous, on a une grande priorité aujourd'hui, c'est de venir en aide aux jeunes qui sont dans la très grande difficulté, qui sont sans emploi, sans formation, sans qualification, des jeunes qui galèrent. Et il y en a aussi des jeunes diplômés qui galèrent pendant cette période de crise économique. Et c'est ça le sens de notre action aujourd'hui. La campagne a commencé d'une manière ou d'une autre. Dans la presse quotidienne, Emmanuel Macron parlait du bâton de pèlerin qu'il allait reprendre avec ce Tour de France. Sous quelle forme est-ce que ça se fera ? Ça va être défini, annoncé. Ce qui est certain, c'est que à partir de cet été, on espère que grâce à la vaccination, une grande partie de la crise sanitaire sera derrière nous. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Tous les pays du monde vont se lancer dans la bataille de la relance pour capter des investissements, capter des talents, capter des richesses, capter de la création d'emplois. Et il faut que la France, évidemment, elle soit aux avant-postes de ce combat-là. Et pour ça, il faut arriver à fédérer toutes les forces vives sur le terrain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire les entreprises et les salariés. Ça veut dire les collectivités locales et les services de l'État. Ça veut dire aussi les responsables politiques, par-delà leurs partis et leurs différences politiques. Comment est-ce que ça marchera ? Ce sera une Tour de France comme il l'avait fait ? Oui, je pense qu'il se déplacera partout en France. Il pourra y avoir, y compris des moments d'immersion pendant un certain temps sur un territoire, des rencontres, des réunions avec, encore une fois, tous ceux qui font vivre notre économie et qui doivent participer à la relance économique du pays. Est-ce qu'il y a un déficit de contact avec le peuple ? Vous incarnez cette Macronie très brillante. Il y a des Clément Beaune, ils sont plus âgés, mais Alexis Kohler, secrétaire général du gouvernement, cerveau très bien fait, mais assez loin d'une certaine catégorie de la population. Est-ce que là, il y a encore un déficit à combler ? Alors, je ne crois pas du tout. Et par ailleurs, je vais vous dire, il y a la question de là où on vient et la question de ce qu'on fait et de comment on le fait. On peut chacun avoir nos origines, nos parcours. Certains ont eu plus de chance que d'autres. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et comment on le fait. Quand on est élu, c'est mon cas, conseiller municipal dans ma commune depuis 2014, député en 2017, on se nourrit évidemment des échanges qu'on a avec nos électeurs, de ce qui se passe sur notre territoire. Moi, j'ai beau être porte-parole du gouvernement, je n'ai pas de portefeuille ministériel. Je me déplace chaque semaine. Je fais un déplacement en immersion, pour le coup, partout sur le territoire, aussi pour me nourrir et pour me faire aussi le porte-voix de ce que j'entends sur le terrain auprès du président, du Premier ministre et de mes collègues. Alors ça, c'est le sens très aigu de la carrière chez Gabriel Attal. Vous ne vous êtes pas contenté de l'adoubement par le haut. Ancrage très net de terrain à Vanves. Voilà, tout ça a évidemment beaucoup compté, mais vous savez bien que l'image générale de la Macronie, ça reste, vous parliez vous-même dans une interview, de présomption d'arrogance. Oui.
Bon, il y a une grande partie d'entre vous qui passe pour peut-être trop jeune, trop brillant. Il y avait ce mot fameux de Gaulle à Giscard, votre problème c'est le peuple. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça? Non, et puis vous savez, moi, ce que je trouve qu'il y a un point qu'on n'a peut-être pas suffisamment réussi à mettre en avant, c'est l'incroyable diversité de notre majorité parlementaire. On a 300 députés, à peu près, La République En Marche, qui ont été élus en 2017, avec cette magnifique promesse de la société civile et du renouvellement. Et vous avez des personnes qui viennent d'horizons incroyablement différents, qui sont entrées à l'Assemblée nationale, qui n'y seraient jamais entrées dans le système précédent des grands partis dominants qui laissaient finalement assez peu de place à ces parcours et à ces profils. Et effectivement, je pense que dans les éléments qu'on n'a pas suffisamment réussi à mettre en avant, il y a celui-là. Et il nous reste un an pour le faire, je pense que c'est important. Est-ce qu'il y a assez de contrepoids quand on voit tout ce qui se passe depuis des mois? Alors, vous apparaissez, il y a un Éric Dupond-Moretti qui a pris beaucoup de place, sniper, très reconnu, mais par rapport à d'autres époques, un Chirac avait un Sarkozy dans ses propres contrepoids, un Mitterrand avait les rocardiens. Là, on a un homme, pour ainsi dire, seul. Il n'y a pas d'opposition interne, il y a un Parlement qui pèse très peu. Alors c'est une force. Est-ce que c'est un risque aussi? Moi, j'entends que notre histoire politique et la grille de lecture qu'on a s'est façonnée à travers des partis politiques qui ont été au pouvoir, qui étaient des partis politiques organisés en courants différents. Et c'est vrai que ce n'est pas le cas de La République En Marche aujourd'hui. Maintenant, moi, ce que je peux vous dire de la manière dont je vis les choses au quotidien, la manière dont je vois que les décisions sont prises, elles le sont à travers une confrontation de points de vue qui sont extrêmement différents, avec des personnes qui viennent d'horizons politiques différents. Il y a aujourd'hui des personnes qui viennent d'horizons politiques plus différents dans ce gouvernement, dans cette majorité, que c'était le cas aux époques que vous citiez. Et chacun amène... Personne ne dit non à Emmanuel Macron. Vous savez bien qu'il n'y a pas un Sarkozy comme qui pouvait le faire avec Chirac, qu'il n'y a pas un Rocard qui pouvait le faire avec... Là, on est dans un cas de figure tout à fait différent. Mais ça, je pense qu'il y a une image et parfois une caricature. C'est le président de la République qui décide. C'est le sens de nos institutions, c'est la logique de nos institutions. Et heureusement d'ailleurs qu'on a un président de la République pour décider, notamment dans une période aussi difficile et devant une telle crise majeure. Maintenant, je peux vous dire que chacun, membre du gouvernement, vient avec son histoire, son parcours, ses convictions, et qu'on a toujours la possibilité de les faire valoir, heureusement, auprès du président de la République. Gabriel Attal, votre portrait, quand on lit les portraits de vous, alors toujours les mêmes lieux communs, l'homme pressé, l'ambitieux, le Rastignac, etc. C'est vrai qu'à 32 ans, être là où vous êtes après une carrière très construite dans le monde associatif, dans le Parlement, député extrêmement actif, d'où vient cette rage ? Je ne l'ai pas tant vécu comme une rage. Moi, j'ai toujours eu envie de m'engager. Très tôt, c'est vrai, j'ai adhéré à des associations. Je me suis engagé quand j'étais lycéen, ensuite quand j'étais étudiant, et j'ai toujours eu envie de défendre des causes, de défendre des valeurs et des projets. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est vrai que c'est allé assez vite, que j'ai une chance incroyable d'être porte-parole du gouvernement de mon pays à 32 ans. Et j'essaye d'en faire quelque chose, notamment pour ma génération. En quelques mois, vous avez pris un poids politique. C'était à l'été passé encore. Il y avait cette note, ça c'est un moment extraordinaire, quand imprudemment Jean Castex a une petite note sous le bras qui dit en substance, qu'est-ce qu'on va faire du jeune Gabriel, c'est son mot, hein, on va voir là, voilà. Quelle os on peut donner à ronger au jeune Gabriel? Vous vous plaignez de quoi à l'époque? Vous vouliez un peu plus de pouvoir? Non, c'est que quand le Premier ministre m'a fait venir dans son bureau, il venait d'être nommé pour m'annoncer qu'il envisageait avec le président de me nommer porte-parole du gouvernement. Je lui ai dit qu'évidemment, j'acceptais cette magnifique mission, mais que j'avais beaucoup aimé m'occuper des questions de jeunesse et travailler pour ma génération, les jeunes, que si je pouvais continuer à le faire d'une manière ou d'une autre, ça me plairait beaucoup. Ça, c'est le culot quand même, parce qu'il vous fait venir pour vous nommer, il vous dit « j'aimerais encore un petit peu plus de tirer sur là hein. ». Non, c'est pour le coup un engagement qui était le mien pendant 1 an et demi sur ces questions de jeunesse. Et la crise économique qui déjà était importante pour les jeunes. On venait de lancer le plan de jeunes et il y avait une volonté de poursuivre. Et c'est vrai que j'ai découvert à l'occasion de cette photo, de ce petit mot confidentiel, que le Premier ministre s'était mis en tête du coup de me proposer d'avoir un portefeuille thématique en plus du porte-parole là. Comment c'est fait ? C'était une attention très sympa de sa part. Le couple apparemment improbable, hein, vous très dandy urbain, lui très terrien, davantage notable. C'est vrai qu'on est très différents. On est de générations différentes. Il est élu local d'un territoire, à la ville de Prades, qui ne ressemble pas à la ville de Vanves, où moi je suis élu. Il vient de la droite, je viens de la gauche. Et
on est très complémentaires et là aussi, il y a une vraie symbiose qui s'est opérée. Ça fonctionne très bien entre nous, je le dis sincèrement. D'ailleurs, tant mieux, parce que c'est nécessaire pour ma fonction. Mais on travaille beaucoup ensemble, on rit ensemble. C'est quelqu'un qui a un très grand sens de l'humour. Et je crois que moi aussi, donc on travaille très bien ensemble. Qu'est-ce qui reste de gauche chez vous? Vous venez de la gauche, on voit que l'ouverture à droite, ça marche, en tout cas en PACA, et ça donne certains résultats. À gauche, non. Je ne sais pas si j'entends la lecture qui est faite d'un dépassement politique qui se fait en PACA avec un président de région qui vient de la droite. Enfin, le mouvement d'Emmanuel Macron En Marche, il s'est d'abord constitué avec des personnes qui venaient de la gauche. Donc il y a une forme de logique. C'est déjà fait, c'est déjà siphonné. Non, mais il y a une forme de logique. Est-ce que le dépassement politique, dans un premier temps, et notamment après l'élection de 2017, se soit fait avec des personnes qui venaient de la droite, puisque le cœur du mouvement a été créé d'abord par des personnes qui venaient de la gauche. Mais il y a aussi des personnes de gauche qui nous ont rejoints depuis 2017. La majorité, elle s'est élargie dans les deux sens. Olivier Dussopt, qui est mon collègue au budget, il a été élu député socialiste en 2017. Éric Dupond-Moretti, que vous citiez tout à l'heure, il ne s'est jamais caché de venir de la gauche. Des personnes qui nous ont rejoints pour les élections européennes. Je pense à Pascal Canfin, à M. Durand aussi, qui viennent des écologistes. Ça montre aussi un élargissement et un dépassement. Vous êtes devenu spécialiste des petites phrases, des punchlines. Alors il y a eu 2-3 moments comme ça qui ont beaucoup compté. Vous avez crucifié Philippe Juvin, je crois que c'était sur le plateau de C'est à vous. Il y a eu la petite phrase sur Hidalgo, avec si on gérait les Vélib comme le débarquement ou le contraire, voilà ce que ce serait. Ça se prépare, ça ? Oui, ça peut se préparer. Ouais. Maintenant, moi, je n'ai pas envie d'être monsieur petite phrase pour le coup, donc je pense que c'est important. Ça comptera dans la campagne. Les cogneurs, Emmanuel Dupond-Moretti, vous, quelques-uns, ils ne sont pas si nombreux. Ce que je veux dire, c'est que je pense que ce qui est important, c'est que derrière la phrase, il y ait un sens politique. Pourquoi est-ce que j'ai répondu à Anne Hidalgo en ce sens ? Parce qu'elle avait une attaque infondée, gratuite, caricaturale sur la gestion de la campagne vaccinale. On peut dire que les choses pourraient s'améliorer, on peut avoir une critique constructive, mais il y avait une forme d'outrance dans ses propos, et donc je lui ai répondu. Et sur Philippe Juvin, il se trouve qu'il a publié un livre qui est censé être un livre de témoignages et un journal de bord de la manière dont il a vécu la crise, mais qui est en réalité un roman, puisqu'on se rend compte qu'il a réécrit totalement à sa sauce sa gestion de la crise, en écrivant dans le livre des choses, alors qu'il disait exactement l'inverse sur les plateaux de télé, y compris celui-là, au même moment. Qui sont les modèles d'éloquence pour vous ? Je réfléchis à votre question. En tout cas, aujourd'hui, quand j'écoute mon collègue Éric Dupond-Moretti, puisqu'on parlait de lui, je trouve qu'il a c'est l'ancien avocat, il a une capacité d'éloquence qui est exceptionnelle. La jeunesse, Dieu sait si c'est un atout, ça peut être une faiblesse aussi. Quelqu'un disait, dans un pays vieux, à beaucoup d'égards comme la France, ça peut être une faiblesse. Le gamin, le freluquet, qu'est-ce qui vient, etc. Vous entendez ça ? Je l'entends, c'est vrai que quand on est jeune en politique, on vous dit un jour que c'est formidable d'avoir des jeunes qui occupent des responsabilités, et puis l'autre jour que si vous êtes jeune et que vous avez des responsabilités, ça veut dire que vous êtes trop ambitieux, trop pressé, etc. Il faut savoir vivre avec ça. Moi, ce que je constate, c'est que quand je rencontre des personnes âgées, elles regardent toujours très favorablement le fait que des jeunes aient des responsabilités. Elles sont aussi extrêmement concernées par le sort des jeunes générations. On a beaucoup cherché dans cette crise sanitaire à opposer les générations les unes aux autres, à dire que les jeunes, finalement, seraient les victimes d'une gestion qui viserait à protéger les personnes âgées, et que les personnes âgées seraient les victimes de jeunes générations qui ne feraient pas assez attention avec les gestes barrières, etc. Moi, j'ai vu tout l'inverse. J'ai vu des jeunes se préoccuper pour leurs aînés, et des personnes âgées se préoccuper être préoccupées par la crise économique et son impact sur les jeunes. Et vous savez, moi, je me souviendrai toujours, quand j'ai fait ma campagne des législatives, un des premiers tractages, comme on dit, quand je suis allé distribuer des tracts sur les marchés, il y a une personne âgée à qui j'ai distribué un tract. Et puis cette dame, qui était très âgée, m'a dit moi, je vote pour Emmanuel Macron parce que je pense que c'est le seul qui peut trouver du boulot pour mon petit-fils. Il y a cette volonté pour les générations plus âgées qu'on agisse pour les jeunes générations qui aujourd'hui grandissent dans un monde qui est objectivement plus difficile que celui qu'elles ont connu pour un certain nombre d'entre elles. En tout cas, vous jouez cette carte, c'est votre compte Instagram par exemple, où vous y allez, il y a toutes les images, y compris parfois un petit peu drôlatiques, de vous dans toutes les situations, le jeune Gabriel en campagne, Gabriel Attal et son sapin de Noël, etc. Là, est-ce que la manière de faire la politique a réellement changé aujourd'hui ? Je pense qu'il faut, quand on fait de la politique, s'investir. Je vois la photo de moi. C'était pour la rentrée scolaire que j'avais mis une photo de moi à une rentrée scolaire sur mon compte Instagram. Oui, je pense qu'il faut investir tous les canaux qui permettent
d'échanger et de parler avec le plus grand nombre. Et le fait est qu'avec les réseaux sociaux, c'est un nouveau continent qui a émergé. Et pour un responsable politique, ça me semblerait totalement absurde aujourd'hui de ne pas s'en emparer et de ne pas s'en servir pour passer des messages, pour échanger aussi. Mon compte Instagram, j'utilise aussi beaucoup dans l'interaction, avec des lives que je fais avec des personnes pour échanger le dimanche soir régulièrement. Je pense que, et en plus, quand on est porte-parole et qu'on a vocation à communiquer auprès du plus grand nombre, là, c'est pour moi encore plus une nécessité. Il y avait ce mot de Mitterrand à Fabius disant vous n'avez pas assez souffert. Vous êtes d'origine de bonne famille, vous avez un parcours, vous avez réussi beaucoup de choses très vite. Est-ce que vous avez assez souffert pour l'instant ? C'est des questions qui sont très, très difficiles. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Je suis né dans un milieu aisé, dans une famille aimante. Je n'ai jamais manqué d'amour et j'ai des parents qui m'ont toujours poussé et qui m'ont toujours encouragé dans tous les projets que j'ai pu avoir. C'est une chance inouïe. Et dans ces conditions, vous pouvez vous dire, très bien, j'ai eu de la chance, je vais faire ma vie. Vous pouvez vous dire, j'aimerais que le plus grand nombre puisse avoir, peut-être pas toutes les chances que j'ai eues, mais en tout cas qu'ils puissent avoir eux aussi leurs chances. C'est pour ça que je me suis engagé en politique. Voilà, mais c'est certain que j'ai eu de la chance dans ma vie. Vous avez pris des coups aussi. Il y a eu ces insultes très violentes, parfois des campagnes même d'insultes sur le thème soit de l'homophobie, soit de l'antisémitisme. Est-ce que ça tanne ? Oui, forcément, on finit par s'y habituer. D'ailleurs, c'est triste de se dire qu'on doit s'habituer à ça. Mais c'est vrai que quand on s'engage en politique, et là je pense que ça concerne tous les responsables politiques, quel que soit leur parti, on s'expose à des attaques, à des insultes, à des critiques, bien souvent anonymes, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour ceux qui veulent insulter, critiquer. Et il faut vivre avec, voilà. Malheureusement. Qu'est-ce qu'on apprend ? Une Marlène Schiappa, ici même, à votre place, disait, elle avait même installé une application pour ne pas voir les insultes, ou certaines, etc., notamment de sites anonymes. C'est votre cas ? Non, moi je regarde tout. Je devrais peut-être pas. Encore une fois, moi j'ai appris à vivre avec. C'est plutôt des membres de ma famille, parfois mes sœurs qui me disent qu'elles regardent ce qui est écrit sur moi, sur Internet, etc. Je leur dis arrête de te faire du mal. Voilà, parce que, et par ailleurs, c'est pas représentatif. C'est souvent quelques personnes, quelques milliers de comptes trolls, comme on dit, qui sont parfois tenus par les mêmes groupes de personnes qui envoient des messages automatisés de manière très massive. Il faut savoir avoir du recul par rapport à tout ça. C'est pas évident au début, mais on finit par s'y faire. Dans votre vie personnelle ? Et puis par ailleurs, il y a beaucoup de gens en France qui subissent l'homophobie, qui subissent le racisme, qui subissent l'antisémitisme. Et qui sont peut-être pas aussi protégés, accompagnés que je le suis moi, encouragés aussi par mon équipe, par mes proches. Et donc c'est peut-être moins difficile, même si je le subis parfois de manière massive, pour moi que pour tous ces Français qui le vivent au quotidien. Et pour le coup, c'est plus difficile pour eux. Dans ces vies où presque tout va bien, le surgissement de la mort, c'est toujours quelque chose. Votre père est mort d'un cancer foudroyant. Ça change les choses d'un seul coup ? Oui, je pense que c'est ce qui fait peut-être... gagner en maturité aussi. Moi, j'ai été élevé avec 3 sœurs et forcément, quand mon père a disparu, je suis devenu l'homme de la famille. Et donc, forcément, c'est un saut important à ce niveau-là. Il faut être présent pour ses proches. Il y a une maman, Attal, elle était très touchée, je crois, parce que Michel Drucker, à votre place, hier, disait « Ah, le surdoué Attal, ça lui a bien plu. » Oui, c'est vrai que j'ai vu que Michel Drucker avait eu un mot très sympa pour moi hier sur votre plateau quand vous avez annoncé ma venue. Et donc, je l'ai envoyé à ma mère qui était très contente, parce que apprécie beaucoup Michel Drucker. Voilà. La mère de Napoléon, Laetitia Ramolino, disait toujours « Pour vous que ça dure ». Qu'est-ce qu'elle dit, votre mère ? Elle dit pas tout à fait ça. Moi, j'avais mon père qui était très intéressé par la politique. Il n'a jamais été encarté, jamais été militant élu, mais très intéressé, avec des vraies convictions de gauche, et qui m'a beaucoup poussé vers ça. Ma mère m'a évidemment toujours encouragé, mais je pense qu'elle a toujours intégré la dureté ou la dureté de ce milieu. Et donc, voilà, elle a toujours été un peu craintive pour moi. Elle a peur pour vous, toujours ? Je pense qu'elle voit que c'est un milieu qui est très difficile, qui peut être violent. Et donc, forcément, pour une mère, je pense que le réflexe, c'est de vouloir protéger son fils. Napoléon, ce sera le grand jour demain. Alors, c'est l'idole des ambitieux, évidemment. Admiration ?
Moi, il se trouve que mon père avait une admiration, une fascination pour Napoléon. Quand j'étais enfant, le soir, il me lisait des biographies, des livres sur Napoléon, ceux de Max Gallo notamment. Donc j'ai un peu grandi dans cet univers-là. J'ai vérifié, hein. Est-ce que vous savez ce que faisait Napoléon à 32 ans? Dites-moi. Il était premier consul encore. Ah, voilà. Donc vous êtes en retard là. Presque, hein. Ouais. Franchement, quand on a le parcours que vous avez, on réfléchit à 2027, 2032. Bon, moi, la question que je me pose, c'est moins quelle fonction j'occuperais que si je continuerais à m'engager en politique, si je ferais encore de la politique. Moi, je fais partie d'une génération, je pense, qui a intégré le fait que la carrière à vie en politique, c'était fini. Emmanuel Macron disait ça dans une interview saisissante. Il disait « Je ferai de la politique, je serai élu, puis après, je pourrai retourner dans le privé. Oui. » Par exemple, vous y croyez vraiment ça? Oui, je le crois profondément. Et je le crois aussi pour moi et pour ma génération. Parce que, d'abord, un des enseignements de l'élection de 2017, c'est quand même aussi ça. C'est le fait que les carrières politiques... les Français ont envie de renouvellement. Ensuite, on s'est engagé en 2017 avec une idée qui était le non-cumul des mandats dans le temps. Bon, on n'a pas pu le faire parce que la droite, l'opposition s'y opposait, nous a bloqués dans notre projet. Mais j'espère qu'un jour, on pourra faire adopter cette mesure et qu'on interdira qu'il y ait plus de 3 mandats, par exemple, dans le temps pour qu'il y ait ce renouvellement. Puis aussi parce que je trouve ça sain de faire autre chose et de pouvoir changer de vie et d'aller découvrir d'autres choses. Donc voilà, c'est plutôt cette question-là que je me pose que celle de savoir quel poste ou quelle fonction j'occuperais. Napoléon, décidément, thème de la soirée sur LCI, demain le grand jour. Marine Le Pen, elle est jamais loin, hein. Elle vous attaque là-dessus, elle dit elle aurait voulu une commémoration un peu moins à la va-vite, un peu plus grande histoire. Certains nous critiquent parce qu'on commémore le bicentenaire. Certains, j'entends Marine Le Pen, parce qu'on ne le fait pas assez à son goût. C'est bien qu'on doit le faire justement et avec le juste équilibre. Et je trouve ça toujours curieux de critiquer une commémoration avant qu'elle ait eu lieu. Elle n'a pas encore entendu le discours du président de la République. Elle pourra émettre ses critiques après. Et je pense que ce sera un discours important. Il y a un héritage Napoléon qui est énorme, le code civil, une forme de réconciliation avec les Français. Qu'est-ce qu'il incarne pour vous? Si vous deviez être la plume de Macron demain, qu'est-ce que vous diriez? Je ne veux pas c'est un exercice de style, faire la note. Le spoiler, mais je pense que ce qui est important, c'est à la fois de dire effectivement quel est l'héritage de Napoléon et avec quoi les Français vivent aujourd'hui de cet héritage. Vous avez cité un certain nombre de choses. Il y a les lycées, il y a le baccalauréat, il y a la figure du préfet, celle du maire d'une certaine manière, même s'il n'était pas élu à l'époque. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est de dire ce que 10 générations de Français ont fait de cet héritage. Parce qu'effectivement, qu'il y a des parts plus sombres, plus noires de cet héritage. Mais ce qui est important, c'est que la République, derrière, elle a transformé cet héritage. Et qu'aujourd'hui, on vit autant avec l'héritage de Napoléon que ce qu'on a transformé de cet héritage. Et ça, je pense que c'est un peu le fil conducteur qui pourrait nous animer demain. Gabriel Attal, merci. Je parlais de vos rapports avec Emmanuel Macron au début. Est-ce qu'on peut dire non? Le job que vous avez est très spécial. On se souvient Alistair Campbell auprès de Blair qui parfois osait lui dire non, ça tu parles pas de ça. Voilà. Vous n'en êtes pas encore là. Ça arrivera un jour. Peut-être. En tout cas, non, mais je dis ce que je pense, comme tous les membres du gouvernement qui ont la chance aujourd'hui de travailler avec Emmanuel Macron. Je crois que personne ne se sent empêché de dire ce qu'il pense. Gabriel Attal, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Et puis, soirée Napoléon qui débute avant le grand jour demain 5 mai pour le bicentenaire. C'est ce documentaire Napoléon, un règne d'exception. Merci et à demain.